Bon, l'intérêt national toujours du point de vue des théories. On va continuer avec notre matrice. Et on commence par l'intérêt national du point de vue réaliste. Alors, toujours, on va commencer bien sûr comment les réalistes conçoivent l'État. Pour le réaliste, l'État, c'est un acteur unitaire, c'est un acteur rationnel unitaire qui connaît bien son intérêt. Et est également toujours habité, c'est-à-dire il est motivé par la réalisation, le renforcement de son intérêt national. Donc, l'intérêt selon les réalistes équivaut à la puissance. C'est la phrase de Hans von Gento. Il dit que l'intérêt de l'État, il est défini en termes de puissance. C'est-à-dire avoir plus de facteurs de puissance. Quand je dis puissance, ce n'est pas au sens abstrait. Il y a des facteurs matériels de puissance. Notamment, évidemment, la puissance militaire. Parce que c'est quoi l'intérêt national suprême pour le réaliste? C'est la défense de la souveraineté, la défense des frontières. C'est ce qu'on appelle l'intérêt vital. Les autres intérêts économiques, etc., ça vient après. Donc l'intérêt premier, c'est la sécurité. C'est avoir une stratégie pour défendre sa sécurité. Donc, l'intérêt national, défini en termes de puissance, et si l'État développe de nouveaux intérêts, c'est-à-dire que si ces intérêts, par exemple économiques, ou intérêts au niveau culturel, idéologique, quoi qu'ils soient ces intérêts, ils ne peuvent être réalisés que si l'intérêt suprême est sauvegardé. C'est-à-dire, l'intérêt, c'est la sécurité. Donc la sécurité, c'est le premier, c'est l'intérêt vital. Ensuite, d'ailleurs, vous vous rappelez de cette distinction entre high politics and low politics, les politiques suprêmes et les politiques inférieures. Donc, les politiques suprêmes, ce sont les politiques qui concernent la sécurité, la stratégie, donc pour la défense de l'intérêt vital. Alors que les low politics, les politiques inférieures, c'est pour les autres questions économiques, sociales, culturelles, idéologiques, etc. Mais ça ne veut pas dire qu'ils n'ont pas de relation. C'est-à-dire que les intérêts inférieurs, les politiques inférieures doivent être au service de la politique supérieure. Donc pour avoir une armée puissante, sophistiquée, il faut avoir une économie prospère. Il faut avoir des ressources naturelles. Il faut avoir une influence sur les autres États. Ensuite, l'intérêt national, il est uniquement conçu, élaboré par l'État. C'est-à-dire que les autres
acteurs inférieurs à l'État, ce qu'on appelle les acteurs infra-étatiques, n'ont pas une influence, ne jouent pas un rôle déterminant dans l'élaboration de l'intérêt national. Vous savez très bien que les réalistes, ils considèrent qu'il y a séparation rigide entre la politique étrangère et la politique intérieure. Séparation rigide, c'est-à-dire que tout ce qui concerne le contexte interne, au niveau économique, au niveau social, au niveau des acteurs, même au niveau culturel, au niveau idéologique, au niveau des religions, tout ça, ça n'a pas d'influence sur la politique étrangère. Par exemple, les États-Unis et l'Union soviétique, pendant la guerre froide, ils avaient presque les mêmes politiques étrangères, c'est-à-dire qu'ils étaient pour avoir plus d'influence, avoir plus d'armes, avoir plus d'intérêt, enfin d'influence sur les autres États. Ce qui fait que le monde s'est divisé en deux blocs. Donc, alors que, au niveau idéologique, ils sont différents. Les États-Unis est un pays qui prend le capitalisme, le libéralisme économique, alors que l'Union soviétique était un pays communiste qui était donc anti-libéral, démocratie populaire. Donc, ce que j'essaie de dire là, c'est que les acteurs infra-étatiques, par exemple, c'est-à-dire les entreprises ou les partis politiques, ou la société civile, n'ont pas d'influence sur la détermination de l'intérêt national. C'est-à-dire que c'est l'État qui détermine ce qui est l'intérêt national. Finalement, même si, bien sûr, l'État doit savoir les intérêts des uns et des autres, hein, les composants de la société, mais finalement, c'est l'État qui formule et qui synthétise et qui donc, élabore ce que c'est l'intérêt national. Est-ce que c'est clair pour ce qui est réaliste? Certes, les intérêts peuvent être diversifiés. Il y a l'intérêt vital, mais il y a aussi les intérêts économiques, et ce qu'on appelle aussi les intérêts culturels, idéologiques. Mais pour les réalistes, tous les intérêts remontent à l'intérêt vital. Tous les intérêts remontent à l'intérêt vital. C'est-à-dire que l'intérêt supérieur, c'est l'intérêt vital. Et les autres intérêts, si vous voulez, ne peuvent être réalisés, sauvegardés, que grâce à l'intérêt vital. Donc, l'intérêt vital qui est défini en termes de puissance. Il faut se rappeler, en termes de puissance. Maintenant, pour ce qui est des libéraux. Pour les libéraux, d'abord, l'État n'est pas seul. L'État, certes, est un acteur dominant, mais il y a d'autres acteurs. Même des acteurs au sein de la société, des acteurs infra-étatiques, qui ont aussi leur intérêt. Par exemple, dans un exemple simple, si on veut par exemple ratifier une convention internationale qui va par exemple ensuite